Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire « Comment Azure DevOps peut supporter vos activités d'ingestion de données » présenté par le groupe Neos. Je m'appelle Samir Amoun, je suis chargé des communications chez Groupe Neos et je serai l'hôte du webinaire aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais passer en revue quelques points à savoir concernant le déroulement de la session. Premièrement, sachez qu'une séance de questions-réponses est prévue à la toute fin du webinaire. Donc, vous trouverez un bouton sur le côté droit de votre écran pour poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à nous envoyer nos questions pendant le webinaire. Je vous poserai les questions à la fin et Gabriel, notre orateur, y répondra en temps et lieu. Deuxièmement, la présentation et l'enregistrement de ce webinaire vous seront partagés dans les prochains jours par courriel pour que vous puissiez vous y référer en cas de besoin. Troisièmement et finalement, notez que nous répondrons également individuellement à toutes les questions, même si nous manquons de temps pour le webinaire de questions-réponses. Donc, si les questions vous viennent en tête une fois la tenue du webinaire terminée, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Il nous fera plaisir de vous assister dans vos projets. Le courriel vous sera présenté à la fin. Donc, aujourd'hui, la méthodologie DevOps continue de captiver les cœurs et les esprits dans plusieurs industries. L'adoption de DevOps ces dernières années a permis une restructuration des méthodes de développement au sein des organisations en vue d'optimiser et de se débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire au profit de la création de valeur pour le client. Le webinaire d'aujourd'hui vous sera présenté par Gabriel Guimond-Prévost, un architecte de solutions chez Groupe Neos. Gabriel est un passionné des données, possède plus de 10 ans d'expérience en intelligence d'affaires et en sciences des données, supporte les clients du Groupe Neos dans leur stratégie et décisions quant à l'utilisation de leurs données, notamment dans le cadre de leur stratégie de gouvernance. Sur ce, bon webinaire à vous, messieurs, dames. Un gros merci pour l'introduction, Samy. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire où je vais vous donner davantage d'informations sur comment Azure DevOps peut aider vos projets en données. Donc, sans plus attendre, regardons en détail ce qu'on va voir durant les prochaines minutes. Tout d'abord, on va se donner une bonne base en définissant ce que c'est DevOps, puis on va voir aussi tous les éléments qui sous-tendent la pratique. Ensuite, on va aller en partie Azure DevOps en tant que tel. On va regarder qu'est-ce qui compose cette technologie, puis qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous. Par la suite, on va discuter de la raison pour laquelle la pratique DevOps a tout à fait sa place dans les projets en données, que ce soit des projets en intelligence d'affaires ou des projets analytiques. On va conclure avec des trucs que vous pouvez utiliser maintenant pour démarrer votre aventure DevOps dans votre organisation. Démarrons donc par une bonne définition pour partir du bon pied. Donc, nous, chez Groupe Neos, on définit DevOps comme étant composé de la portion développement et de la portion opération, donc Dev et Ops. Donc, DevOps va être l'union des personnes, des processus et des technologies pour livrer continuellement de la valeur à vos clients. Il y a 3 points à retenir importants dans cette définition-là. Le premier, c'est vraiment le lien entre nos équipes de développement puis nos équipes d'opération. DevOps est vraiment une pratique humaine en premier. Il faut vraiment s'assurer d'avoir une certaine culture en place pour que ça fonctionne bien. On va en reparler dans les prochaines minutes. Ensuite, on retrouve dans la définition le classique, là, les 3 piliers de la gestion des technologies de l'information, donc notre fameux People, Process and Technology. On va donc au niveau People, on parle vraiment de la partie culture que je vous parlais un peu plus tôt. Au niveau processus, ça nous prend des façons de travailler, des bonnes pratiques dans notre façon de développer. Puis, pour la portion technologie, bien, ça nous prend des outils, bien entendu, pour tout ce qui est réalisation technique. Justement, notre prochain sujet, c'est vraiment de revenir à nos 3 piliers de la gestion des technologies de l'information, puis on va aller en détail sur chacun d'eux. Donc, au niveau des personnes, j'aimerais vous parler de 2 points. Donc, comment l'initiative DevOps va démarrer dans une entreprise, puis vraiment l'aspect de la culture à mettre en place. On va commencer par la portion d'initiation de la pratique DevOps, donc sa mise en place. Il existe 2 sources différentes de l'initiation de la pratique DevOps dans les organisations, soit que ça vient des membres d'équipe ou que ça vient des gestionnaires TI. Donc, dans le cas de l'équipe TI, c'est des gens qui veulent améliorer leur processus, améliorer leur façon de faire avec la façon DevOps. Donc, souvent, on va commencer avec des essais-erreurs. On va essayer de vouloir déployer une application en continu. On va revenir sur ces termes-là un petit peu plus loin.
Puis, selon moi, je trouve que c'est une approche qui fonctionne très bien avec les valeurs DevOps. On va en reparler dans quelques secondes. Dans le cas d'un gestionnaire TI, l'approche peut des fois être un petit peu plus longue à mettre en place. Premièrement, pour trouver le bon projet avec lequel commencer. Puis ça, vous allez avoir des trucs à la fin du webinaire pour commencer votre pratique. Puis aussi, de former les membres d'équipe qui vont être nécessaires à la mise en place du projet. Au niveau de notre fameuse culture maintenant, la pratique DevOps, vu qu'elle cherche à intégrer les opérations et le développement, ça prend bien entendu une bonne collaboration puis une bonne communication entre ces deux groupes ou entre ces deux équipes-là. Mais au-delà de la communication et de la collaboration, c'est surtout l'aspect responsabilisation qu'on essaie d'aller chercher. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les problèmes qu'on va retrouver en production ne vont pas seulement être la faute d'un groupe ou d'un autre. Le but final, c'est que nos deux groupes soient co-responsables de la qualité des fonctionnalités qui sont déployées aux usagers finaux. Donc, il y a vraiment deux parties à l'intérieur de ça. Il y a la qualité de la fonctionnalité, puis il y a la qualité du déploiement. Donc, peu importe qu'est-ce qui a mal été, c'est vraiment la co-responsabilité de ces deux groupes-là. Puis au niveau des équipes, il faut que ce soit des gens qui n'aient pas peur d'expérimenter, des gens qui n'aient pas peur de faire des petites expériences puis de les tester, puis de les tester puis d'apprendre de ces expériences-là. Puis il faut que ces équipes-là aussi fassent preuve de flexibilité pour mettre en place les changements nécessaires, autant au processus DevOps qu'à l'application en tant que telle qui va être utilisée, dans le fond, qui va être déployée en continu. Finalement, vraiment apprendre de façon continue les bons coups, les mauvais coups, remettre ça en application. Puis, la culture va être tellement importante en DevOps que selon la réputée entreprise de recherche Gartner, l'année prochaine, en 2012, Gartner prédit que 75% des initiatives DevOps qui vont échouer, ça va être à cause des problèmes des organisations à changer leur culture d'apprentissage. Donc, sur le nombre d'initiatives DevOps qui ne fonctionneront pas, selon Gartner, 3 sur 4 ne fonctionneront pas à cause d'une question de culture. On ne parle même pas d'outils, là. On parle vraiment juste de culture, donc à retenir ici. On va aller plus loin au niveau du processus DevOps maintenant. À l'écran, vous voyez les 4 étapes. Donc, planifier, développer, livrer et opérer. Qu'est-ce qu'on veut dire par ces 4 étapes-là? Donc, au niveau planifié, c'est qu'est-ce qu'on va livrer. Ça va souvent se mixer avec des approches agiles ou des approches de gestion de projet traditionnelles, mais souvent, au niveau de la gestion plus agile, ça va mieux cadrer parce que les deux vont parler de livraison en continu, puis d'incrément de livraison aussi. Au niveau du développement maintenant, bien entendu, c'est tout l'aspect programmation, l'aspect développement, etc. Mais par contre, une des pierres d'assise au niveau DevOps, c'est d'avoir un logiciel de gestion de version, comme Git, par exemple. On va en reparler un petit peu plus loin. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir le code à un seul endroit. La partie de livraison, c'est nos principes d'intégration continue et de livraison continue qui vont entrer en jeu. On va en parler un petit peu plus dans la portion de technologie. Opérer, maintenant, c'est de s'assurer qu'on a des métriques pour s'assurer de la qualité de notre application, de l'utilisation de notre application, puis de la qualité de notre processus aussi. Encore une fois, à la fin du webinaire, je vais vous partager 4 métriques que vous allez pouvoir utiliser pour mesurer votre processus DevOps. Puis, encore une fois, vous voyez qu'on parle de se mesurer. On reparle encore d'amélioration continue. On revient encore à la culture. Même si on parle des autres aspects, on revient très souvent à l'aspect des personnes, l'aspect culturel au niveau DevOps. Aussi, au niveau du processus, il faut toujours chercher à livrer plus de valeur à notre client, à nos utilisateurs. Puis au niveau de la justification d'affaires, donc il faut que ça vale la peine pour votre utilisateur que votre application soit livrée plus rapidement. Finalement, au niveau technologique, il existe une foule d'outils différents pour appuyer votre initiative. Nous, chez Groupe Neos, en tant que partenaire hors de Microsoft, on va vraiment parler d'Azure DevOps, mais sachez qu'il existe vraiment plusieurs outils divers, surtout dans le monde open source. Maintenant, on va se pencher un peu sur les bénéfices de ce que peut nous apporter la pratique DevOps. Je vais commencer avec des bénéfices un peu plus qualitatifs, puis je vais ajouter des chiffres pour appuyer tout ça. Donc, ces chiffres-là vont venir d'une étude puis d'un sondage aussi. Donc, démarrons avec nos avantages un peu plus qualitatifs.
Donc, DevOps vous permet de réduire vos délais de mise en production puis d'être plus flexible au niveau de l'entreprise. Donc, ça permet à votre entreprise d'aller chercher certaines opportunités plus rapidement. Par exemple, il peut être possible de déployer votre site web pour réaliser une vente liée à un événement particulier. Donc, en bon français, vous revirez de base sur un 10 sous quand vous avez des événements qui touchent votre entreprise. Un autre aspect aussi qui est souvent vu dans les organisations, moi que j'ai souvent vu dans des entreprises comme le jeu vidéo, par exemple, c'est du test AB, donc du A/B testing. Donc, l'idée en arrière du A/B testing, c'est d'implémenter une nouvelle fonctionnalité, mais de la déployer seulement à un pourcentage restreint de vos usagers. Après ça, vous mesurez comment cette nouvelle fonctionnalité-là est reçue par vos usagers, est-ce que c'est utilisé, etc. Puis, pourquoi ça cadre bien avec une approche DevOps, c'est qu'on va vouloir réagir rapidement. Donc, soit enlever la fonctionnalité ou soit la pousser vers tous nos usagers. Donc, si vous faites des tests AB déjà dans votre organisation, une approche DevOps peut vraiment bien cadrer avec ces tests-là. Ensuite, DevOps vous permet vraiment de créer un processus qui est répétable. En technologie, on le sait bien, là, quand on fait des déploiements, une erreur est si facilement arrivée quand on fait le tout de façon manuelle, c'est très facile d'oublier quelque chose ou de faire une erreur. Donc, DevOps vous permet d'automatiser vos déploiements puis d'éviter ces oublis-là ou ces erreurs-là. Puis aussi, si dans votre entreprise, c'est les développeurs qui font les déploiements, eh bien, l'avantage d'un processus DevOps va être que ces développeurs-là vont se concentrer sur les tâches qui apportent de la valeur. Donc, créer des solutions ou résoudre des bugs plutôt que de passer une journée à déployer une application. Aussi, pour les entreprises plus grandes où vraiment le développement est séparé des opérations, mais DevOps vous permet vraiment d'ouvrir le canal de communication entre ces deux équipes-là, de partager la responsabilisation. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, de votre côté, mais ça arrive souvent que ces deux équipes-là, les équipes d'opération et de développement, ne s'entendent pas vraiment ou ont des conflits entre eux. Donc, une approche un peu plus DevOps va permettre de rapprocher davantage ces deux équipes-là. Finalement aussi, ça nous permet d'avoir un suivi du travail qui est plus transparent. Donc, on va le voir tantôt dans l'outil Azure DevOps, mais tout est transparent. Donc, il est possible de voir les compilations du code, les résultats des tests, le résultat des développements. Encore une fois, dans Azure DevOps, on peut rajouter des gates d'approbation ou des étapes d'approbation avant de mise en production dans un environnement critique. Maintenant, on va ajouter quelques chiffres à tout ça. Donc, selon le programme de recherche DORA, qui veut dire DevOps Research and Assessment, qui est affilié avec Google, donc les chiffres que je vais vous donner, c'est dans leur étude annuelle sur l'état du DevOps dans les organisations. Donc, les entreprises qui mettent en place les pratiques DevOps vont augmenter de 208 fois le nombre de déploiements qu'ils peuvent réaliser. Ils vont augmenter de 106 fois le temps entre le commit du code, donc où est-ce que le code est validé dans notre outil de gestion de code, et le déploiement en production. La prochaine est assez impressionnante. Ça va être 2604 fois plus rapide de se remettre d'un incident en production si votre entreprise a une bonne culture DevOps. Puis le risque va être 7 fois plus bas d'échouer un déploiement. Je reviens encore une fois au niveau de la culture. Ce qui est bien aussi, c'est que ça permet d'augmenter l'engagement de vos employés. Puis ça augmente aussi leurs opportunités de développement professionnel. D'ailleurs, un sondage intéressant du site web devops.com mentionne que les entreprises orientées DevOps, dans les entreprises orientées DevOps, les gens vont travailler en moyenne 33% moins de temps hors des heures normales de travail. Fait qu'en plus d'avoir des bénéfices sur votre entreprise en général, vos employés vont vous remercier. Puis, en parlant d'employés qui vont vous remercier, au niveau de l'entreprise, on a des environnements plus stables aussi. On améliore la communication, puis on passe plus de temps à innover plutôt qu'à réparer, qu'à donner du support, qu'à avoir des feux à éteindre. Encore une fois, là, vos employés vont vous remercier. Souvent, un développeur va mieux aimer travailler sur des nouvelles fonctionnalités que de fixer des problèmes, que de gérer du support, etc. Si on vient à l'étude de DORA maintenant, la chaire de recherche affiliée à Google, il y avait d'autres points intéressants à partager sur cette étude-là. Premièrement, l'industrie de la vente, donc de la vente au détail, adopte très rapidement DevOps. Puis justement, au niveau du retour sur investissement, on voit un retour sur investissement plus élevé dans les secteurs de la finance, puis de la vente au détail aussi.
Puis, les entreprises qui utilisent beaucoup DevOps, qui sont des grands utilisateurs de DevOps, vont être davantage tournées vers les technologies open source et vers l'info nuagique aussi, donc vers le cloud. Et pourquoi le cloud est plus populaire? C'est souvent parce qu'il est plus facile d'avoir des environnements similaires. Puis, vu le déploiement qu'on va faire qui va être automatique entre nos différents environnements, donc dev, test, QA, prod, etc., c'est important qu'il soit similaire pour éviter des problèmes de compatibilité ou d'autres choses. Donc, on va le voir un petit peu plus loin, mais on va parler très légèrement, c'est ça, d'infrastructure as code un petit peu plus loin dans la présentation. Ça va vous donner d'autres pistes aussi où DevOps peut être utile pour vous. Donc, maintenant que vous avez une bonne compréhension de la pratique DevOps, des avantages, des bénéfices, on va arriver dans la partie plus technologique de la chose, puis on va introduire, excusez-moi, Azure DevOps de Microsoft. Donc, cette technologie-là est l'évolution de TFS, donc Team Foundation Server, qui a vraiment longtemps existé au sein de l'écosystème Microsoft. DevOps va être disponible en mode info nuagique via Azure DevOps Service et on-premise aussi, donc sur vos serveurs à vous, via Azure DevOps Server. Azure DevOps vous permet vraiment de tout gérer votre processus au niveau DevOps, donc que ce soit la gestion de projet, l'aspect planification, la gestion de code, source, donc l'aspect développement, puis l'aspect de mesure et de déploiement, donc avec l'intégration et le déploiement continu. Donc, vous voyez, si on se rappelle là, des 4 étapes du processus, Azure DevOps gère vraiment ces 4 portions-là. Ce qui est intéressant aussi avec Azure DevOps, c'est pas seulement des produits Microsoft qui sont supportés par l'outil. Donc, si vous faites d'autres choses que du .NET, du SQL Server, du Azure, ça va être, il peut le gérer. Donc, que ce soit des projets Python, vos applications mobiles Android ou du code Java. Puis, bien sûr, ça ne se limite pas aux 3 technologies que je viens de mentionner. Comme d'autres outils Microsoft, dont Office, Visual Studio ou Visual Studio Code, Azure DevOps va offrir un marketplace qui est très, très, très large, puis qui permet vraiment d'améliorer les capacités de l'outil. Dans mon cas, moi, je me suis servi de plusieurs extensions, comme la gestion des prédécesseurs et des successeurs, donc pour faire une espèce de gestion de projet de style Microsoft Project, le déploiement de Cube avec Analysis Services ou la visualisation de portfolio de projet. D'ailleurs, vous allez voir un exemple tout à l'heure quand on va rentrer dans la portion de gestion de projet. Finalement, ma partie préférée, moi, dans Azure DevOps, c'est l'intégration entre les différentes composantes. Ce que ça veut dire, c'est qu'en tant que gestionnaire de projet, vous pouvez voir les modifications du code et les déploiements qui sont faits pour une fonctionnalité de données. Quand je veux dire une fonctionnalité ou un besoin utilisateur, par exemple. Puis à l'inverse, en tant que développeur, vous pouvez savoir quels sont les requis utilisateurs, les besoins, etc., ou les bugs fixes qui sont inclus dans votre déploiement. Je suis sûr que vous êtes déjà gratté la tête puis vous êtes demandé si vous travaillez en technologie. OK, il y a 2 mois, on a fait un déploiement. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce déploiement-là? Quel bug fixe on a fait déjà? Donc, avec un outil comme Azure DevOps, vous avez cette documentation-là qui est à même l'outil. Le diagramme que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le flux de travail à l'intérieur d'Azure DevOps. Donc, on va commencer. Je vais juste sortir mon petit pointeur pour que vous voyez quelque chose. Excellent. Donc, on commence à l'étape 1 au niveau des requis des clients. Donc, on commence vraiment avec une demande client. Donc, que ce soit une modification à une application existante ou une nouvelle demande, tout commence toujours avec une demande de nos utilisateurs. Donc, dans Boards, étape 2 et 3, donc, on documente nos récits utilisateurs. Excusez-moi, je ne voulais pas aller si loin que ça dans ma présentation. On revient. Parfait. Donc, dans Azure Boards, on va vraiment documenter nos requis. Puis, on va préparer nos itérations. C'est ici que nos besoins clients sont remplis. C'est vraiment à cet endroit-là, à cet endroit unique que nos besoins clients vont se retrouver. Puis, on va pouvoir faire notre suivi de projet via des itérations ou des tableaux Kanban. Ensuite, dans nos repos, donc dans notre étape 4 et 5, juste ici, on va valider notre code, puis on le revoit avec nos collègues. Sûrement que les termes anglais vont être un peu plus parlants pour vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un commit de notre code. Et ensuite, on va réaliser un pull request pour revoir ce code-là. Derrière Azure Repo, ce qu'on va retrouver, c'est Git ou TFVC.
donc qui va être utile pour gérer notre code source. Ensuite, dans les pipelines, donc juste ici, c'est ici qu'on va compiler automatiquement notre code puis qu'on va le déployer dans le bon environnement. Donc, c'est ici vraiment qu'on va faire le fameux CI, CD, CI pour Continuous Integration, intégration continue, CD pour Continuous Deployment ou déploiement continu. Chaque projet dans Azure DevOps va posséder aussi certaines choses communes, dont des statistiques. Par exemple, le nombre de tâches accomplies, le nombre de commits, le pourcentage de déploiement réussi. Va avoir des tableaux de bord qui vont être 100% personnalisables, puis un wiki pour stocker de la documentation. Donc, si on vient au diagramme, ça va être juste ici. Petit rappel ici, juste un petit récapitulatif de chaque composante. Les 3 premières sont vraiment les plus centrales du concept DevOps, mais Azure DevOps nous en offre 2 supplémentaires aussi. Donc, Azure Boards, récapitulatif, c'est la planification de notre travail. Azure Repo, c'est vraiment là où notre code source va se trouver. Et Azure Pipeline, c'est notre compilation puis notre déploiement en continu. Maintenant, au niveau d'Azure Test Plans, c'est une composante qui a un coût supplémentaire, mais qui offre des fonctionnalités très intéressantes, qui permet premièrement d'assister vos analystes d'affaires ou vos testeurs dans les tests manuels de votre application. Puis avec cette composante-là aussi, vous pouvez faire des tests de charge sur vos applications. Donc, par exemple, faire comme s'il y avait 100 personnes connectées simultanément sur votre application. Prenez juste note qu'il y a des frais de plus pour cette partie-là de l'application. Finalement, on a Azure Artifact aussi qui permet de créer puis de partager des packages de programmation pour s'assurer que tous les programmeurs travaillent avec la même version, puis que dans nos applications aussi, les versions de ces packages-là soient les mêmes. Puis, ça va vraiment supporter plusieurs types de langages de programmation aussi. Donc, dans les 2 dernières slides, je vais vraiment vous donner un aperçu d'Azure DevOps. Qu'est-ce qu'Azure DevOps pouvait faire pour vous? Puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 3 composantes de base, donc Boards, Repo et Pipeline, puis on va aller un petit peu plus en profondeur sur ces 3-là. Commençons avec la portion Boards, donc qui s'occupe de la gestion de vos requis. Il existe 4 modèles de suivi de projet dans Azure DevOps. Le modèle Basic, lui, va être très, très simple, puis est vraiment juste recommandé par Microsoft pour tester la plateforme. Il y a certaines fonctionnalités qui n'existent pas dans le format Basic, fait que pas très conseillé. Donc, ensuite, on a les modèles Scrum et Agile qui sont assez semblables, qui permettent soit les récits utilisateurs ou les éléments de carnet de produits, donc les user stories ou les backlog elements aussi. C'est vraiment plus complet que le modèle Basic. Les termes viennent du Scrum Guide ou de l'Agile Alliance. Donc, tout dépendant de quel côté que vous vous trouvez au niveau de l'agilité dans votre organisation, Azure DevOps va être capable de vous supporter là-dedans. Le dernier modèle, qui est le modèle CMMI, donc pour Capability Maturity Model Integration. Ce modèle-là est un peu plus fait pour la gestion de projets plus traditionnels, mais va vous permettre de gérer des activités de gestion du changement, par exemple des problèmes, des risques ou des demandes de changement. Pour chacun des modèles, on va créer des éléments de travail pour documenter le travail à réaliser, puis les demandes utilisateurs. Donc, dans Azure DevOps, on trouve une certaine hiérarchie que vous voyez à l'écran, donc les Epic, Feature, User Story et Task. Donc, le terme User Story va changer selon quel modèle vous avez choisi. En résumé, pourquoi les hiérarchies sont bâties comme ça? C'est parce qu'on retrouve vraiment 2 niveaux. Donc, on a un niveau d'abstraction ou un niveau de gestion, si on veut. Donc, le premier niveau qu'on retrouve va vraiment être le niveau Epic et Feature. Habituellement, ces 2 éléments-là vont plus être faits pour les équipes de gestion. Par exemple, une gestion de portfolio de projet. Donc, si on a un portfolio de projet qui est grand, on est dans une entreprise qui est un peu plus grande, vous allez voir un exemple dès la prochaine slide. Ou, si vous êtes dans une entreprise plus petite, vous pouvez vous en servir pour sous-diviser vos demandes clients aussi. Donc, les mettre sur différentes applications ou sur différentes portions de votre application. Puis au niveau des user stories puis des tâches, on est vraiment plus proche du niveau des équipes de développement. Donc, vraiment le travail technique qu'il y a à effectuer. Puis votre user story ou votre élément de carnet de produits, peu importe, doit vraiment être quelque chose de tangible pour votre usager final. Les tâches, elles, vont être un peu plus techniques. Les modèles sont personnalisés à vos façons de travailler, donc vous pouvez ajouter des champs personnalisables, date de fin, etc. Ici, c'est vraiment, vous pouvez vous laisser aller, donc vous pouvez même vous créer un modèle
100% fait pour vous. Pour visualiser excusez-moi, ces éléments de travail-là, vous pouvez le faire de deux façons. Donc, via un carnet de produits ou un backlog, puis via un tableau Kanban. Donc, le carnet de produits ou le backlog, lui, va être une liste ordonnée dans laquelle vous trouvez tous les éléments de travail non terminés. Habituellement, plus un élément dans la liste est haut, plus il va être prioritaire. Et mieux, il va être défini aussi, plus il va y avoir de détails au niveau de cet élément-là. Vous pouvez aussi voir la hiérarchie des éléments de travail. On va voir un exemple de backlog dès la prochaine slide. La deuxième façon de voir le travail, donc, est avec les tableaux Kanban. Donc, je suis pas mal sûr que vous avez déjà vu ça dans certaines entreprises ou dans la vôtre, sous forme de post-it sur un mur. Donc, avec les fameuses colonnes à faire, en cours, terminé. Donc, ce tableau-là existe au niveau d'Azure DevOps, il va être 100% personnalisable. Donc, vous pouvez rajouter des étapes ou des colonnes, si vous préférez, par exemple, comme notre élément de travail est en test actuellement. Puis, vous pouvez bouger. Donc, le tableau Kanban est interactif. Vous pouvez prendre un élément de travail puis le glisser dans les différentes étapes. Finalement, avec Azure Boards, on peut gérer aussi les itérations ou les sprints. Donc, un sprint va être un bloc de temps dans lequel un élément de produit, un incrément de produit ou d'application est créé. Vous pouvez sélectionner vos dates de début, vos dates de fin, ajouter des membres d'équipe, leur affecter un nombre de jours ou un nombre d'heures dans l'itération. Puis aussi, ce que ça vous permet, c'est après ça, vous mettez des heures sur vos tâches, puis vous êtes capable de suivre votre itération. Donc, j'avais 200 heures de planifié, j'en ai terminé 80. Est-ce que c'est en ligne avec les dates de fin que je m'étais données? Il existe vraiment beaucoup d'autres fonctionnalités. Mon but, c'était vraiment juste de vous donner une vue globale. Maintenant, voici quelques exemples qu'on retrouve vraiment de fonctionnalités au sein d'Azure Boards. Donc, la première image que vous voyez ici, c'est un exemple d'une extension du Marketplace qui vous permet de suivre votre portfolio de projets. Donc, vous avez les mois ici, dans le haut de l'écran, puis vous avez soit des features ou des fonctionnalités, puis des épiques. Donc, on voit à quelle période ces fonctionnalités, ces épiques-là ont été travaillées, puis le pourcentage d'avancement de chacun d'une. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez voir une photo plus haut niveau de ce que vous avez réalisé. Deuxième image, on voit vraiment un exemple de carnet de produits, donc avec la hiérarchie de nos éléments de travail. Donc, on voit ici, encore une fois, nos épiques, nos features. Ici, c'est des requirements. Si je ne me trompe pas, le modèle en arrière, c'était du CMMI. Puis, vous voyez qu'on a des heures attitrées à nos différentes tâches. Azure DevOps va être capable de roller ça up, donc de ramener combien d'heures qu'on a dans notre épique, dans notre feature et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un exemple de ce que vous voyez au niveau du backlog. On va maintenant passer à l'autre outil, donc la portion Azure Repo ou la gestion du code source. Donc, je me répète, mais derrière, on retrouve soit Git ou TFVC. Microsoft, de leur côté, eux, vont recommander très fortement Git, qui est, je vous dirais, très, très, très populaire sur le marché en ce moment, puis qui offre un peu plus de fonctionnalités, dont la pull request, qu'on va voir à la prochaine slide. Ça va être l'exemple à l'intérieur de l'application. Donc, un outil de gestion de code vous permet d'avoir un endroit centralisé où tous les développeurs mettent en commun les changements qu'ils font au niveau du code. Ça vous permet aussi de voir l'historique des changements puis de facilement revenir en arrière pour corriger une erreur. Puis en plus, directement dans Azure Repo, vous pouvez comparer vos différentes versions puis ça va highlighter les différences directement entre les fichiers de programmation ou d'application que vous avez. Azure Repo permet aussi la gestion des branches. Donc, ce que c'est une branche, c'est tout simplement une copie du code qui nous permet de modifier celui-ci sans affecter le travail qui est déjà effectué. Donc, ça permet aussi à plusieurs développeurs de travailler sur les mêmes choses en même temps, sur la même base de code, finalement. Le code va être ensuite fusionné via notre fameuse pull request que je vous parlais tout à l'heure. Donc, cette étape-là va vraiment être une espèce de code review entre vos développeurs. Donc, ils vont pouvoir revoir les changements puis les approuver pour être fusionnés vers la branche principale. Ce qui est intéressant, c'est que cet élément de fusion-là, cet événement de fusion-là peut être utilisé comme déclencheur. Donc, une fois que ce code-là va être envoyé vers la branche maître, ça peut servir pour l'intégration continue puis le déploiement continu. Ce que j'ai vu même dans certains endroits, c'est que pour que la pull request soit vraiment acceptée, il fallait que le code soit capable de compiler. Donc, il fallait que la partie intégration continue soit réalisée. Un petit peu plus d'informations sur l'intégration aux prochaines dans 2 slides.
Donc, voici notre exemple de notre fameux pull request dans Azure Repo. Donc, on voit les changements dans le code, on voit les commits qui ont été réalisés. Juste ici, donc dans les descriptions, ça va être les commits qui ont été faits, le nom du commit, la personne qui a fait le commit, et ce qu'on voit ici, je ne l'ai pas rempli dans l'exemple, mais le work item, c'est là ici qu'on peut faire le lien entre le code qui est déployé, puis vraiment la fonctionnalité que ça touche. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a une fonction dans Azure DevOps qui vous permet d'enforcer cette règle-là. Donc, il n'y a aucun commit qui peut être réalisé tant qu'il n'y a pas un lien qui est fait avec notre élément de travail. Donc, ça s'assure d'avoir ce lineage-là, puis d'avoir le lien que je vous parlais tout à l'heure entre, OK, qu'est-ce qu'on a déployé il y a 3 mois? Si vous avez ça de mis en place, bien, vous êtes certain d'avoir ces liens-là à travers Azure DevOps. On va maintenant toucher à notre dernière partie, notre dernière composante, qui est la portion Azure Pipeline. Donc, cette composante-là va gérer l'intégration continue, donc qui s'occupe de compiler ou de builder, si vous préférez l'anglais, votre code pour le transformer en artefact qui est prêt pour le déploiement. Donc, on a aussi le déploiement continu qui se charge, lui, de prendre l'artefact puis de le déployer automatiquement dans le bon environnement. Durant le processus d'intégration continue, c'est vraiment une bonne pratique de lancer des tests pour vous assurer que le code ne fait pas seulement compiler, mais qu'il est de qualité. Puis dans mon expérience, moi, j'ai déjà vu aussi, dans le processus d'intégration, d'ajouter des bonnes pratiques de programmation. Donc, si vous voulez que vos variables soient en camel case ou en Pascal case, vous pouvez rajouter dans votre code certaines façons pour valider ces choses-là, puis les faire rouler après votre compilation ou avant votre compilation, puis même arrêter la compilation parce qu'on ne respecte pas des bonnes pratiques ou parce que les tests ont échoué, par exemple. C'est vraiment un des outils dans DevOps qui est le plus configurable, là, Azure Pipeline. Vous pouvez vraiment le configurer à votre guise. Le Marketplace est votre ami dans ce cas-là, si vous recherchez comment déployer un certain type d'application, un certain type de code, etc. Puis juste pour vous donner des exemples, moi, dans mon cas, j'ai déjà déployé des applications web, des bases de données, des scripts PowerShell qui roulaient sur des serveurs, des cubes de données avec Analysis Services, des ETL avec Integration Services, puis même des rapports avec Power BI. Donc, j'espère que ça vous donne une bonne vue d'ensemble au niveau des 3 outils principaux d'Azure DevOps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est effectivement, c'est de vous montrer les images. J'allais un petit peu trop vite. Donc, la première chose qu'on voit ici, c'est un processus d'intégration. L'exemple qu'on voit en ce moment, c'est une application ASP.NET, donc une application web. Donc, on voit vraiment que chacune des étapes va être prise. Donc, la première, c'est d'aller chercher notre code dans notre branche maître, donc dans notre main branch. Ensuite, on va compiler notre solution, faire exactement comme ce qu'un développeur fait dans Visual Studio, par exemple, de cliquer droit sur la solution, de faire compiler ou build. Ensuite, on va générer nos tests qui sont intégrés à notre code. Puis après ça, on va publier notre artefact dans Azure DevOps. Donc, il va pouvoir être utilisé pour notre étape ensuite de déploiement continu. Prochaine image maintenant, c'est un exemple de déploiement continu. Donc, on part de notre artefact qui a été généré dans notre processus d'intégration. Et ensuite, on va le déployer dans 3 environnements, Dev, QA, QA et Prod. J'attire votre attention sur le petit bleu pâle qu'on voit ici. Donc, ce que j'ai activé, c'est la fameuse gate d'approbation, la fameuse étape d'approbation. Donc, si on a notre intégration, notre déploiement continu, qui est activé ici, bien, il va arrêter tout de suite en QA. Il ne continuera pas, il ne fera pas le déploiement en production tant que ça n'a pas été approuvé. Ça peut être approuvé par une personne, par plusieurs personnes. La première personne qui approuve entre une liste, par exemple. Donc, c'est très flexible à ce niveau-là. Dernier exemple, c'est le résultat des tests qui ont été faits dans le processus d'intégration. Donc, vous voyez que 87,5% des tests ont réussi en 4 secondes. Puis là, c'est là que je vous disais qu'on peut, si on a un test qui ne fonctionne pas, un test qui crash, qui fail, bien c'est là qu'on peut dire non, notre processus d'intégration n'a pas fonctionné, on ne passe pas à l'étape du déploiement. Là, effectivement, c'est le temps d'aller parler un peu plus dans un sujet un petit peu plus concret. Donc, comment DevOps peut vraiment aider vos projets en données, puis pourquoi aussi DevOps peut vous aider au niveau de vos projets, soit d'intelligence d'affaires ou d'analytique avancée. Tout d'abord, tout le monde qui travaille dans le milieu des données depuis un certain temps, je suis sûr que vous êtes au courant que les besoins de vos usagers vont être changeants.
Moi, j'aime dire, dans un projet en données, plus on en donne aux usagers, plus ils vont en vouloir. Donc pourquoi c'est intéressant au niveau des projets en données, c'est la flexibilité que ça vient nous chercher, le fait qu'on passe moins de temps à travailler sur le déploiement de nos applications analytiques, le déploiement de nos cubes, le déploiement de nos rapports, mais on travaille vraiment sur amener de la valeur à nos clients ou à nos usagers. Ensuite, ça permet vraiment, comme je vous disais, de livrer tout ça beaucoup plus rapidement. On est dans un monde aujourd'hui où les besoins sont changeants, où le monde est changeant, point. Puis, donc, on est capable d'automatiser nos déploiements. Autre aspect aussi, c'est si vous faites de la migration de données. Donc, ça peut vraiment être facilité par une approche DevOps. Ça vous permet vraiment de déployer rapidement des pipelines de données pour le transfert d'un système à un autre. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que dans un projet en données, il existe plusieurs technologies. Donc, prenons un exemple concret. Disons qu'un de nos utilisateurs veut demander une nouvelle colonne dans son rapport. Puis là, on fouille, on est capable de rajouter la colonne dans le rapport, parfait, mais on se rend compte que notre rapport est connecté sur notre cube de données, puis on n'a pas cette colonne-là dans notre cube de données. Donc, on est obligé de faire une modification au sein du rapport, puis du cube. Puis on se rend compte que dans notre ETL aussi, dans notre processus d'extraction, de transformation puis de chargement, on n'a pas cette colonne-là non plus. Fait qu'on a rendu un troisième système. J'aimerais rajouter un quatrième, il faut avoir le data warehouse aussi qui est prêt. Donc, on a beaucoup de moving parts à mettre à jour. Avec une approche DevOps, on peut faire notre changement sur notre machine avec ces 4 types de systèmes-là. Puis, en plus de réaliser le déploiement continu, bien, avec un bon processus DevOps, on va être capable de dire, bon, bien, en premier, il faut rajouter notre colonne au niveau de notre data warehouse. Ensuite, il faut rajouter ce calcul-là au niveau de notre ETL. Les différentes parties ne peuvent pas être déployées une après l'autre. La première partie qu'on développe, qu'on déploie, excusez, on ne peut pas déployer tout de suite notre rapport parce que notre champ n'existe pas. Donc, en plus, avec une approche DevOps, on peut déployer le tout vraiment en ordre. Oui, c'est bon. Finalement, un autre avantage qu'on retrouve, c'est vraiment au niveau de l'info nuagique. Donc, je vous parlais tantôt d'Infrastructure as a Service. C'est ici que je vais venir le définir un peu plus. Donc, ce n'est pas seulement juste des applications qu'on peut être automatisées au niveau du déploiement. On peut le faire aussi avec notre infrastructure, surtout si on travaille avec des outils cloud. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de coder le déploiement de nos serveurs ou de services dans le nuage. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que ces applications-là ou ces machines-là vont être disponibles ou vont être en fonction seulement quand vous en avez besoin. Donc, ça vous permet de sauver des coûts. Pourquoi ça vous permet de sauver des coûts? Parce que souvent, dans le cloud, on va payer pour l'infrastructure seulement lorsqu'elle est en ligne. Un bon exemple de ça, ça va être Azure Analysis Services, qui est très coûteux, mais qui va être coûteux par heure. Donc, si le service est arrêté, ça ne vous coûtera rien. Donc, si vous savez que vous n'avez pas d'usager pendant la nuit ou que vos rapports, vous les mettez à jour tôt le matin, bien, toute la nuit, votre Analysis Services peut être complètement arrêté. Puis vos instances, ça serait pour la production, par exemple. Puis vos instances de dev, bien, vous en avez besoin juste quand vous faites des modifications, quand vous faites des tests, etc. Donc, dans votre processus de DevOps, la première étape va être de mettre up ce service-là. Puis une fois que c'est terminé, bien, on a un autre script ou peu importe qui est fait pour fermer le service. Donc, vous optimisez vraiment vos coûts à ce niveau-là. Maintenant, si on va aller plus loin dans notre pratique DevOps, c'est de s'intéresser au DataOps, qui est vraiment associé, lui, aux analytiques, tandis que DevOps est un petit peu plus apparenté au développement logiciel. Les racines sont très, très, très semblables, mais vu la particularité des projets data et des projets analytiques, le DataOps va être présent. Le but du DataOps, lui, va être de réduire le temps entre une idée puis la réalisation de celle-ci. Puis la réalisation peut être faite via un rapport, un dashboard, une analyse ou un modèle d'intelligence artificielle. Au niveau du processus, on est pas mal plus proche du développement agile, donc des itérations. Puis ça cadre vraiment, encore une fois, là, j'ai l'air d'un broken records, mais ça ressemble. C'est vraiment fait pour gérer les besoins changeants, les besoins qui peuvent bouger au niveau des utilisateurs.
Pour le processus, notre input, donc notre entrant, c'est toujours nos données. Ensuite, on a cette idée-là qu'on veut développer. On la développe, bien entendu. Puis, dans le développement, ce que ça va nous amener à faire, c'est soit chercher des nouvelles données, de transformer des données existantes, puis aussi de déployer notre nouvelle fonction en production qui apporte de la valeur à notre client. Donc, on passe vraiment de la gestion d'une application à la gestion d'un pipeline de données. Donc, la gestion de l'application, c'est plus partie DevOps. La partie DataOps, on pense vraiment à un pipeline de gestion de données. Donc, cette gestion-là, elle inclut le fait d'ingérer des nouvelles sources, de transformer les données existantes, puis d'exposer aux utilisateurs ces données-là. Donc, encore une fois, via des rapports, des dashboards ou des modèles plus en intelligence artificielle. L'autre aspect qui diffère avec le DevOps et le DataOps, c'est la gestion du bac à sable. Ce que je veux dire par là, c'est que les développeurs ou les gens qui vont utiliser ces données-là ont souvent des applications ou des outils différents. On le sait que dans le monde du data, il existe une multitude d'outils, donc que ce soit en visualisation de données, en gouvernance, en sciences de données. Donc, c'est vraiment un challenge supplémentaire pour s'assurer que les données sont disponibles vraiment pour tous ces types d'outils-là. Puis ça, c'est sans oublier qu'une organisation aussi peut utiliser des outils de visualisation de données différents selon le département. Il existe aussi une autre pratique qui s'appelle MLOps, donc vraiment axée pour le machine learning. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin sur le MLOps, il y a mon collègue Salim qui va donner un webinaire sur le sujet en mai. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer, à mettre à votre agenda si le sujet vous intéresse. Maintenant, je suis sûr que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, mais que vous vous demandez comment débuter. Donc, mon but ici, c'est de vous donner des petits trucs avant de terminer ce webinaire-là. Donc, commencez vraiment par regarder comment vous travaillez. Le but, pourquoi de commencer avec ça, c'est d'identifier vos lacunes, puis d'être capable aussi de trouver puis de penser à quels bénéfices du DevOps vont vraiment être les plus intéressants pour vous. Puis pourquoi faire cette analyse-là aussi, c'est pour vous donner des arguments pour vendre votre projet. Parce que ça va vous demander du temps, ça va vous demander du développement, ça va vous demander du travail à réaliser, à mettre tout ça en place. La deuxième étape, ça va être de sélectionner une application pour démarrer un projet pilote. Puis le but du projet pilote, c'est juste de démarrer avec une application, une base de données, un rapport, etc. Mais le but va vraiment être d'exécuter le processus DevOps au complet. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend en compte dans la sélection de cette application, de ce rapport-là, etc. Donc, on s'assure que les gens, autant les développeurs, autant nos gens d'opération, si vous en avez, que vos utilisateurs, ils doivent être prêts à essayer, ils doivent être prêts à être dédiés à l'approche DevOps. Puis assurez-vous aussi que ces gens-là rencontrent les standards en termes de culture qu'on a parlé en tout début du webinaire. Donc, les aspects de collaboration, de communication et de responsabilisation, c'est vraiment les 3 points à vous assurer au niveau humain. Ensuite, il faut vous assurer de valider qu'un processus DevOps va bel et bien apporter de la valeur, excusez-moi, pas supporter, apporter de la valeur aux usagers de l'application, de votre rapport, etc. Puis aussi, il faut accepter qu'il y a un petit risque aussi. Il s'agit d'un projet pilote. Il est possible qu'il y ait quelques accrochages au niveau du déploiement. Donc, il faut juste être prêt à avoir quelques problèmes au début. Donc, ne mettez pas votre application qui est la plus critique pour vous pour démarrer votre projet. L'apprentissage continu va être vraiment aussi au cœur de la pratique DevOps. C'est vraiment via essai-erreur qu'on apprend. Donc, c'est aussi à garder en tête. Finalement, mesurez-vous aussi. Même si vous êtes en début de processus, utilisez des mesures connues dans le domaine pour autant vous comparer à vous-même que vous comparer au marché. Puis d'ailleurs, je vais vous donner 4 exemples que vous voyez à l'écran. Puis je vais vous donner aussi les benchmarks ou les balises pour une entreprise qui est bonne en DevOps, puis une entreprise qui n'est pas du tout là. Donc, la première mesure va être le délai de changement. Qu'est-ce que c'est le délai de changement? C'est le temps entre le commit du code puis sa mise en production. Donc, pour une entreprise qui est vraiment excellente, on parle d'en bas d'une journée. Pour une entreprise qui a un niveau d'adoption DevOps faible, on parle de 1 à 6 mois. Encore une fois, entre le commit du code puis le passage du code en production. La fréquence de déploiement, donc, c'est l'intervalle, à quel intervalle le code va être déployé en production.
Donc, pour une entreprise qui est excellente au niveau DevOps, on parle ça peut même être plus d'une fois par jour. On se rappelle de nos tests AB que je vous parlais tout à l'heure. Et pour une entreprise qui a un faible niveau d'adoption de DevOps, on parle d'un déploiement par mois jusqu'à 1 aux 6 mois. Puis, pour le temps de récupération, le troisième métrique, c'est finalement le temps pour restaurer le service après un incident dans vos environnements de production. Pour une entreprise qui est très bonne au niveau DevOps, on peut parler d'1 heure, puis notre problème est résolu. Pour une entreprise qui a un niveau d'adoption DevOps faible, on peut parler d'1 semaine à même 1 mois pour résoudre le problème en production. Notre dernière métrique va être le taux d'échec des changements, j'ai l'habitude de parler de données. Donc, le pourcentage des changements qui diminuent le service ou qui requièrent une intervention. Donc, pour une entreprise qui est très bonne, on parle de 0 à 15% des déploiements qui sont problématiques. Pour une entreprise qui a un faible niveau d'adoption DevOps, c'est entre 46 et 60%. Donc, j'espère que ça va vous donner des pistes vraiment tangibles pour commencer votre projet DevOps. Donc, autant sur quel type d'application utiliser que comment vous mesurez aussi, qui est très important, autant pour continuer à avoir de l'attraction dans votre projet, donc être capable d'avoir d'être capable de dire oui, regardez, ça vaut la peine, le management devrait continuer à investir à ce niveau-là. Vous allez pouvoir avoir des métriques pour montrer que vous progressez aussi, puis que vous vous approchez des entreprises qui sont bonnes au niveau DevOps. Donc, on arrive vraiment à la conclusion de notre webinaire. Voici les 4 points que j'aimerais que vous reteniez de ce que je viens de vous présenter. Donc, en premier, DevOps va vraiment être l'union des opérations puis du développement. Ensuite, Azure DevOps va être un outil. Azure DevOps de Microsoft est vraiment un outil très complet qui vous aide dans vos initiatives DevOps, même si vous n'utilisez pas à 100% des outils Microsoft. Troisièmement, c'est beau la technologie, mais ça n'a pas toujours réponse à tout. Il faut vraiment avoir une culture de collaboration, de responsabilisation. J'en profite pour répéter la statistique de Gartner qui nous mentionne qu'en 2022, donc l'année prochaine, 75% des initiatives DevOps qui vont échouer, ça va être à cause de problèmes de culture d'apprentissage dans les organisations. Donc, vraiment à garder en tête. Finalement, si vous faites des projets qui sont liés aux données, que ce soit des projets d'intelligence d'affaires, de sciences de données, DevOps, DataOps vont être de précieux alliés lors de vos déploiements. On vous laisse maintenant quelques liens intéressants si vous voulez aller plus loin, quelques références. J'aimerais attirer votre attention sur 2 références. Le premier, c'est un livre que j'ai adoré, moi personnellement, qui s'appelle The Phoenix Project, qui raconte l'histoire d'un gestionnaire senior en TI qui découvre la culture DevOps avec sa nouvelle équipe. Il y a un petit peu de théorie aussi à l'intérieur, donc si vous aimez la fiction qui est près de la réalité, vous allez vraiment adorer. Puis encore mieux, si vous avez un gestionnaire si votre gestionnaire aimerait plus d'informations sur DevOps, faites-lui lire ce livre-là. Il va se reconnaître, il va reconnaître les problèmes qu'une organisation, un département TI peut avoir. Deuxième lien où je vais attirer votre attention, c'est le dernier. Le 8 avril prochain, je donne une formation publique sur comment créer des pipelines d'intégration et de déploiement avec Azure DevOps. Donc, je vous invite à, si vous voulez y aller, et pour avoir des recettes sur vraiment comment déployer puis intégrer de façon continue une application web et une base de données. Finalement, comme mon collègue Samy l'a dit au début, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un coup de main à mettre en place votre pratique DevOps ou si vous avez besoin d'aide au niveau données aussi. Donc maintenant, c'est à notre tour de vous écouter. Je vous remercie énormément pour votre attention aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Ça va vraiment nous faire plaisir d'y répondre. Merci, Gabriel. Beaucoup d'informations, beaucoup de contenu. Merci pour l'accès aux références aussi. Donc, comme Gabriel l'a mentionné, on passe à la période de questions. Je vous rappelle que pour procéder, vous devez cliquer sur les petites bulles à droite de votre écran et je m'occuperai de présenter oralement vos questions à Gabriel. On en a déjà une qui est rentrée durant ta présentation, Gabriel. Donc, tu as abordé beaucoup la question de culture, mentionné à plusieurs fois à quel point c'était primordial pour que tout fonctionne correctement. La question était, est-ce qu'on a des suggestions ou des idées pour changer la culture d'entreprise, pour l'adapter à la philosophie DevOps? Il donnait l'exemple de comment, par exemple, amener les développeurs qui travaillent principalement en silo. Donc, comment leur inculquer un peu cette culture d'entreprise qu'on cherche de changer. Donc.
C'est vraiment de montrer les bénéfices. C'est d'être capable de voir que c'est pas une pratique qui aide seulement le management grâce au fait que ça va être, au fait qu'on augmente, par exemple, l'aspect transparence, par exemple. Tantôt, j'ai partagé des chiffres là, qui disent que 33% des employés qui travaillent dans une entreprise qui a une culture DevOps, ils vont travailler 33% moins de temps en dehors des heures de travail. Puis tout le monde sait qu'une job TI aujourd'hui, c'est rare qu'on ne fait pas du temps supplémentaire. C'est souvent quelque chose qui n'est pas rémunéré. Donc, je suis sûr qu'avec un argument dans ce genre-là, on peut aller chercher les gens qui sont un petit peu moins sûrs au niveau de la portion de DevOps. Mais rappelez-vous du fameux What's in it for me? Le développeur va gagner du temps, il va être capable de... Je suis sûr qu'il y a des frustrations à ce moment au niveau du déploiement, sûrement qu'il y a des trucs qui sont difficiles, donc ça va l'aider aussi. Il faut lui montrer le fameux What's in it for me, finalement. Excellent, merci. Deuxième question. Est-ce qu'il existe des certifications quelconques pour se spécialiser dans le DevOps? Si je reste chez Microsoft, dernièrement, Microsoft a revu, je pense que c'est l'an dernier, a revu totalement la façon dont ils font leur certification. Donc, c'est des certifications par type de poste. Donc, on a des certifications, si je parle sur au niveau de data, on en a une au niveau de data analyst avec Power BI, on en a une data engineer, puis on en a une aussi qui est expert DevOps. L'expert DevOps va vraiment être une formation experte. Donc, elle va vous demander d'avoir soit votre certification Azure Administrator ou Azure Developer. Mais elle va vraiment être centrée autour de Azure DevOps qu'on a vu ensemble, Git, un peu de GitHub aussi. Donc, je vous invite à aller voir Microsoft Learn pour ça. Si jamais vous avez besoin des liens, mais si vous tapez dans votre engin de recherche préféré Microsoft Learn, vous allez avoir, oui, la plateforme d'apprentissage de Microsoft, mais vous allez avoir la plateforme aussi de certification. Donc, je vous invite vraiment à aller y faire un tour. C'est vraiment très complet à ce niveau-là. Merci. Troisième question. La différence entre le DevOps et l'agilité. Ah oui. Je l'ai toujours bien aimé, celle-là. Si je la résume rapidement, simplement, l'agilité, lui, va gérer le lien entre nos usagers et notre équipe de développement. DevOps, lui, va gérer la relation entre nos développeurs et nos équipes d'opération. Après ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte aussi. Il y a beaucoup de similitudes, mais en gros, si on reste au niveau humain, là, c'est vraiment la gestion de deux groupes différents, finalement. La gestion de l'interaction entre deux groupes différents. Voilà. Merci, Gabriel. Peut-être laisser encore quelques instants. On n'a pas de questions supplémentaires pour le moment. N'hésitez pas, hein, c'est sur le chat à droite. Pour le moment, ça fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais peut-être ajouter? Moi, écoutez, je vous remercie beaucoup de l'attention de tout le monde. Merci d'avoir pris cette heure-là pour être avec nous aujourd'hui. C'était très, très agréable. Merci à toi, Samy, pour avoir hosté ce webinaire-là. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci à toutes et à tous de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Merci, Gabriel, aussi d'avoir répondu aux questions, de nous avoir livré un webinaire super intéressant. On va vous souhaiter bonne continuation. Merci d'avoir participé aujourd'hui. Si vous avez besoin d'accompagnement dans vos projets data, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. On est là pour ça. Donc, un bon vendredi et un bon week-end à tous. Merci tout le monde. Bonne journée.